Et même si on nous dit que c'est pas la bonne chose à faire, T'as besoin de le faire, ouais. il faut écouter les gens, mais il faut aussi parfois découvrir par soi-même et prendre une petite claque en disant allez hop, c'est bon, là maintenant t'as compris, relève-toi quoi. Salut à tous, bienvenue sur la 4e édition de Parlons Business Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Quentin Hennet, le fondateur d'EasyDone. EasyDone la boîte, EasyDone le shop, EasyDone le shoot. Il va nous expliquer tout ça. Il a fondé cette boîte en 2021. Explique-nous un petit peu ton parcours et c'est quoi EasyDone? Du coup, moi je me suis lancé en octobre 2020 et j'ai fondé la boîte en juillet 2021. J'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué au début. J'ai un peu raté mes débuts dans les secondaires. Puis j'étais en technique sociale. Puis je suis parti en Australie. Ouais. Et l'Australie m'a donné, ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Et du coup, quand je suis revenu d'Australie, j'ai fait des études de e-business à l'EFEC, Ok. qui étaient des nouvelles études à l'époque. Et là, t'avais quel âge plus ou moins? Là, j'avais du coup 20 ans. Ok, donc tu reviens d'Australie, t'as 20 Ouais. ans, tu commences e-business à l'EFEC. Ouais, c'est Ok. ça. Je le fais en 4 ans Ouais. et ma dernière année, c'est vraiment axé sur EasyDone, qui a été mon TFE Entreprendre Ok. et que j'ai décidé de lancer pour de vrai directement après. À la suite, quoi. Donc à ton la suite. TFE, c'est avéré en fait ta première expérience d'entrepreneur en mode pilote. Et Découverte. c'est devenu, aujourd'hui, on est combien d'années plus tard? 4 ans. 4 ans plus tard, Ouais. toujours ton Bientôt business, 4 quoi. ans. Ouais, c'est ça. Ok. Quelle était l'idée de base? L'idée de base, donc EasyDone dans mon TF Entreprendre, je le présentais comment? En fait, c'était vraiment une numérisation des services. Donc, je mettais en place une application et tu commandais des services à la minute avec des camionnettes qui tournent dans Bruxelles. Et on était axé sur 10 marchés, je crois. C'est pour ça qu'à l'époque, Réseau Entreprendre ne voulait pas me prendre parce que je partais dans tous les sens. Ok. Et ils avaient raison. Mais j'avais besoin de le découvrir par Et moi-même. c'était quoi, par exemple? La camionnette venait. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'était vraiment service de déchetterie, service de livraison. On faisait des déménagements, je gérais des Airbnb, je faisais de la gestion de véhicules. À chaque fois, vraiment dans la personnalisation, dans l'accompagnement et dans la confiance, quoi. C'était vraiment un peu un réseau de confiance et ça s'est très vite mis en place uniquement via du bouche-oreille, quoi. Ok. Et, Mais ouais. donc, en sortant finalement de ce TFE, Ouais. toi, tu as une camionnette. Ouais. Tu essayes de voir un peu quel marché tu peux prendre avec justement le fait que toi, tu veux utiliser cette camionnette à bon escient pour répondre à C'est ça. à des demandes, des services. Ouais. Mais la première niche qui arrive, c'est vraiment le vide maison. Du coup, ouais, on faisait déjà un peu de vie de maison au début parce que j'avais fait un job étudiant pour une société qui ne fait que ça exclusivement pour des avocats, en bref. Et du coup, ce marché m'intriguait quand même, le fait de récupérer des choses, savoir quoi faire avec et les réutiliser. Je voyais un potentiel et puis très vite, on a eu de plus en plus de demandes pour ça, pour de la déchetterie, pour récupérer des choses, etc. Et j'ai vu que sur le marché, en fait, il y avait très peu de sociétés, si presque, enfin, ou pas de sociétés, qui proposaient vraiment un rachat séparé du service, qui nettoyait les biens, qui réaménageait les personnes âgées dans des homes, qui proposait un petit service de livraison en plus à côté. Et donc Et- ça, c'est toi qui faisais. Donc on t'appelait pour vider une maison. Ouais, Tu disais, voilà, je la vide pour autant. ouais, Ou alors, je la rachète pour autant parce qu'il y a des biens qui ont de la valeur. ouais, c'est ça. Et puis, toi, derrière, finalement, tu vides, tu vas à la déchetterie, tu jettes. Ouais. S'il y a des objets, éventuellement, vu que tu les as rachetés, tu les revends ou tu les gardes. Ouais. Et au fur et à mesure, tu as accumulé. Et donc, du coup, tu as créé de facto un shop sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai créé un shop, mais on a eu un peu du mal à vendre au début. On savait pas trop comment vendre. J'ai essayé avec un e-commerce qu'on remet à jour aujourd'hui. Puis j'ai Un arrêté. site, quoi, ouais. Oui, un site internet, mais après on a mis le shop en place. Et puis j'ai loué une salle d'événements pour organiser des pop-up stores avec plein de marques de Bruxelles éco-responsables pour développer de la vente, quoi. Et bref, ça, après, je suis parti un peu dans tous les sens. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment vide maison, récupérer des choses, les revaloriser, créer aussi du mobilier et des chill zones. On en parlera peut-être plus tard, mais pour l'aménagement d'espaces durables, c'est un point sur lequel on met vraiment l'accent aujourd'hui. Et la location de mobilier aussi pour tout type de secteur. C'est ça. Donc, toutes ces expériences, en fait, finalement, si on décortique un petit peu, Ouais. au début, tu as essayé de t'ouvrir à plein de marchés. Ouais. Tu en as trouvé un, finalement, qui était plus niche ou qui était plus rentable ou qui te correspondait plus. Ouais. Dans celui-là, tu as développé le fait d'offrir plusieurs services, mais surtout vider et garder les objets pour Ouais. soit les louer
soit les revendre. Ouais. Donc aujourd'hui, soit tu mets un objet à vendre sur le shop Ouais. et pendant qu'il ne se vend pas, tu as la possibilité de le louer par exemple. C'est ça. Ça, c'est assez fort. C'est ça. Et finalement, aujourd'hui, ce que tu fais aussi, et ce que tu essayes de faire de plus en plus, c'est des aménagements d'espace, ce que tu appelles des chill zones, par exemple dans un festival où ils vont vouloir mettre une chill zone un peu stylée, avec des meubles un peu stylés et tout. Toi, tu viens, boum, tu prends des meubles, tu sélectionnes, tu les places, et eux, finalement, louent le temps du festival, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, au niveau des coûts, justement, parce que c'est un business, mais si tu aménages une zone, tu vas la louer au mètre carré ou à la pièce? En gros, au tout début, comme on n'était pas encore les pros dans l'aménagement d'espace, etc., on faisait vraiment des forfaits, quoi. Donc, j'étais plus, en fait, donnez-moi votre budget et sur base de votre budget, on s'adapte. Et on va aussi s'adapter à l'espace et à l'event en tant que tel. Si c'est faire un setup pour une interview avec des artistes, on va faire un truc un peu quali, un peu beau. Et si c'est pour un festival où ils vont fumer sur les canapes et tout. Ouais, c'est ça, où ils vont boire de l'alcool, etc. À ce moment-là, là, on va mettre des trucs plus adaptés, quoi. Et donc, sur base du budget et de l'endroit, on va réfléchir avec le client et on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, on se retrouve à principalement faire vraiment des zones artistes dans des festivals, des loges, des chill zones et de l'aménagement d'espace en tout genre. Même pour Wonderfood, on avait fait un truc au Palais 3, un VIP. Enfin, voilà, on a un peu vraiment des demandes un peu particulières pour différents types d'événements. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la boîte? Du coup, moi, je suis tout seul dans la boîte aujourd'hui. On a été plusieurs avant, mais j'ai arrêté d'engager des gens aujourd'hui au sein de la société parce qu'on est en Belgique et que ça coûte super cher et que je pense qu'il faut s'adapter au système quand on entreprend et quand on se lance. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est 4-5 en fonction des besoins. Donc, toi seul administrateur avec en fait des indépendants qui viennent t'aider. Voilà, c'est ça. En fonction de la demande et en fonction du indépendant, étudiant et j'ai eu des salariés, mais du coup maintenant... Maintenant, t'as coupé ça, quoi. Ouais. C'était beaucoup de gestion, beaucoup de pression, énormément de frais. Et surtout, quand on se cherche encore dans son business, ça rajoute cette pression-là et ça, c'est ce qu'on appelle des erreurs, des expériences. Et du coup, ça freine un peu le business et les finances aussi. Et on paye les erreurs par après. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment retour aux bases, focus sur l'essentiel, arrêter de partir dans tous les sens et s'adapter au système belge, en fait, tout simplement. C'est ça. Et aujourd'hui, avec le parcours qu'on vient finalement de détailler et tout ce parcours-là, tu penses que quelles sont les erreurs que tu as faites, ou si tu peux en citer 3 par exemple, que tu as faites depuis le tout début, depuis la première ligne sur le TFE à aujourd'hui, si tu pourrais spotter 3 erreurs auxquelles tu pourrais peut-être répondre en disant voilà, j'ai fait cette erreur parce que et comment je m'en suis remis, quoi. Clairement. Dans l'ordre, au tout début, après 2 mois que j'ai lancé la boîte, donc ça faisait 1 an que j'entreprenais, quoi. Et j'ai engagé une juriste d'entreprise alors que je venais de lancer ma boîte. Donc elle avait plus un rôle de secrétaire / juriste d'entreprise. Donc j'avais des conditions générales de vente plus alors que j'avais même pas de logiciel de gestion en interne, par exemple. Enfin voilà, donc ça m'a coûté 38 000 €, je crois. Au tout début, c'était pas du tout le profil que j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était vraiment la première grosse erreur. Ensuite, par exemple, j'ai pris un entrepôt de 826 mètres carrés collé à mon entrepôt qui me coûtait 5 000 € par mois. C'était le plus gros coût fixe que je me rajoutais alors que je payais encore quelques erreurs financières du passé. Et ça m'a rajouté énormément de pression, trop de gestion. Et c'était encore lancer un autre business alors que le premier n'était pas encore consolidé à 100%. Oui, parce que dans cet entrepôt qui était attenant, tu voulais organiser des events et les faire s'auto-rentabiliser d'une certaine manière. C'est ça. Et ça marchait, ça prenait, ça fonctionnait. On faisait nos pop-up stores, on était sponsorisé par Vedette, ça marchait. Scarbay qui se développe aussi, on était soutenu par la commune. Et le reste du temps, on la louait pour des salles, des tournages de cinéma. On a encore, mais on avait un autre studio photo qu'on mettait en location. Et ça prenait super bien, mais le truc c'est que c'était beaucoup trop et on en oubliait de vider des maisons. Ouais, c'est ça, de vider des maisons et de se focaliser là-dessus et de développer des canaux de vente et s'améliorer dans ce qui est relié au business de base, quoi, et arrêter de partir dans tous les sens. Donc ça, je dirais que c'était aussi une erreur. Après 1 an, ça se passait très bien, les finances, c'était nickel. J'avais l'impression que j'allais être super riche très vite. J'avais pas spécialement calculé tout ce qui allait arriver par après. Et donc, par exemple, je me suis acheté une chouette voiture après 1 an.
J'ai fait un petit prêt pour ça. Et après, bon, j'ai pas besoin de cette voiture, ça me coûte super cher. Donc, je l'ai revendu et là, aujourd'hui, je rembourse encore le prêt bêtement, alors que ça aurait pu être de l'argent Que tu réinvestissais dans la boîte ou... oui, ou que je me payais plus, etc. Donc, voilà. Mais je pense que de toute façon, tout le monde a besoin de passer par faire ces phases-là. Ouais. Si on fait pas d'erreurs, on n'apprend pas, on n'évolue pas et on a besoin de faire ces erreurs. Et même si on nous dit que c'est pas la bonne chose à faire, T'as besoin de le faire, ouais. il faut écouter les gens, mais il faut aussi parfois découvrir par soi-même et prendre une petite claque en disant allez hop, c'est bon, là maintenant t'as compris, relève-toi quoi. À fond. Pour rester dans ce créneau-là, c'est vrai que nous, en fait, on s'est rencontrés parce que j'étais client du shop. C'est vrai que moi, quand on rentre chez moi, il y a 2 belles pièces. Le reste, c'est pas beau, mais il y a 2 belles pièces. Ouais. Elles viennent de chez toi. Et donc, du coup, les gens disent ah, attends, la lampe, elle vient d'où? Ah, attends, l'étagère dingue, elle vient d'où? Ça vient de chez toi. Donc, c'est vrai que moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et puis après, on a commencé à discuter. Ouais. On s'est bien entendu. C'est vrai que peut-être la chose qui fait que nous, de temps en temps, on discute et on s'entend bien, c'est que, je sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression parfois que je suis un peu seul à tirer mon navire Ouais. parce que je connais pas beaucoup de gens de notre génération. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? Moi j'ai 27 ans, ouais. Voilà, moi je vais avoir 27. Je connais pas beaucoup de gens de notre génération qui ont finalement pris le pli après leurs études Clairement. de directement entreprendre en partant de rien, sans vraiment d'aide, en tout cas pour ma part. Ouais. Et donc c'est parfois difficile d'échanger ou d'avoir quelqu'un finalement avec qui échanger et dire mais tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui te comprend, Moi je suis quoi. souvent seul face à mes questions Ouais. et je dois y répondre par moi-même. Ouais. Et donc voilà, c'est un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est un peu l'idée du podcast aussi, c'est de se dire tiens, pourquoi on n'échangerait pas nous ensemble devant un peu des gens qui vont peut-être Mais être clairement, intéressés pour pouvoir répondre à ces questions. ouais. Donc c'est hyper cool. Et bah voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais Mais si, voilà. si, ouais. Je pense qu'on est au final tous dans le même bateau quand on entreprend. Pour moi, entreprendre, c'est un métier, quoi. Ouais. C'est vraiment il faut le vivre pour le comprendre et il faut jamais lâcher. Il faut s'inspirer énormément des autres, Ouais. mais il faut quand même faire ses propres expériences et rester fidèle à ses idées. Mais c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a d'autres gens dans le même bateau et de partager ces expériences-là, enfin moi perso, ça m'aide énormément à avancer, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on peut pas avoir avec tout le monde ou du moins enfin les gens ressentent pas la même chose, quoi. Et donc c'est pas. Mhm. Ouais. Est-ce que tu as des moments de down parfois où tu te dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Où est-ce que je vais? Complètement, complètement. Il y a des périodes où je doute complètement de moi, je remets tout en cause et dans ces moments-là, j'en parle. J'ai un mentor qui s'appelle Bruno, qui était mon ancien voisin à l'époque et il me coachait énormément et je sais pas, il m'a beaucoup inspiré, etc. Ok. Et donc dans ces moments un peu de down, Lui aussi était entrepreneur ou... ouais. Ok. Ouais, complètement. Et ouais, je le voyais beaucoup, je lui posais plein de questions, ça m'a énormément aidé, ça m'a challengé. Et je pense que ouais, dans ces moments-là, je me dirige vraiment vers des gens qui ont vécu ça et qui Qui peuvent t'apporter des réponses, quoi. ouais, c'est ça, ou du moins me faire réfléchir, et me faire poser les bonnes questions et prendre du recul et au final se dire, regarde déjà tout ce que tu as fait Voilà. et sois fier de ça. Et moi, j'ai toujours eu du mal à réaliser ce qui s'est passé, Ouais. à accepter ce qui s'est passé. Ouais. Et je pense toujours à la suite, quoi. À la suite, ouais, je suis pense que exactement dans le même état Avec d'esprit. l'expérience, tu apprends vraiment à te calmer et à te dire en fait, ok, là c'est comme ça. Juste laisse les choses aller. Le Ouais. temps fait bien les choses. Ne force rien. Si tu forces quelque chose, Ça va pas aller, c'est non. mort, quoi. Et on dit souvent aussi, il faut essayer, enfin je l'ai lu il y a pas longtemps, de fêter ses victoires, quoi. Et le problème en tant Ben, c'est qu'entrepreneur, c'est qu'on a une grosse victoire et en fait on la voit pas parce qu'on Ouais. est déjà focus sur la bataille d'après, quoi. Complètement. Et donc Complètement. on voit on laisse passer la victoire et on la fête pas. Ouais. Alors que le fait de la fêter, le fait de marquer un coup, Complètement. fait en sorte que tu seras mieux dans la bataille suivante. Sinon, tu as l'impression de toujours te battre Ouais, c'est et ça. de jamais gagner ou jamais fêter. Complètement. Donc, Il ouais. il faut fêter ses victoires pour réaliser. Moi, je l'ai pas du tout fait, je pense, vraiment pendant 3 ans. Et je pense que ça fait seulement 6-7 mois que je commence à me dire putain, mais en fait, c'est bien, c'est chouette. Mhm. Et je réalise en fait ce qui s'est passé. Et je me dis, il faut. Et si tu fais pas ça, ben, t'accumules et tu comprends pas pourquoi parfois il se passe ça ou tu réagis comme ça dans ces moments-là. Il faut vraiment réaliser ce qui se passe et fêter les victoires, quoi.
Et tout est une victoire un petit peu dès que tu avances et que tu prends de l'expérience. Même une erreur, c'est une victoire, tu vois, parce que tu as compris quelque chose et tu feras plus cette erreur-là par après. En effet. Donc, tu as besoin de passer par toutes ces phases-là pour avancer et entreprendre. C'est ouais, un marathon, hein. Tout le monde dit ça tout le temps. Mais... Au niveau organisationnel, tu fais comment? Est-ce que tu as une idée où tu dis, OK, le lundi, j'organise ma semaine ou j'organise un peu au fur et à mesure? Est-ce que tu te dis, je me lève tous les jours à la même heure? Est-ce que tu es un peu en mode freestyle? Non, pas ouais. Moi, je suis un peu en mode freestyle. Parce Ok. qu'il y a des soirs où je vais travailler jusqu'à minuit. Et en fait, c'est OK que je me lève à 9h30 le lendemain parce que j'ai donné la veille et que j'étais sur un truc important. Et Ouais. ça, je suis assez clair avec ça. Et je pense qu'en fait, maintenant, j'arrive à me mettre un peu un cadre de travail et de me dire, OK, du lundi au vendredi, je travaille et le week-end, je suis off. Avant, je travaillais 7/7 et je taffais tout le temps, mais je taffais jamais en même temps. Mhm. C'est positif et négatif en même temps parce que du coup, tu t'y perds un peu et tu sais pas quand tu taffes, quand tu prends du moment pour toi, etc. Et je pense que c'est vraiment important de cadrer. Donc maintenant, la semaine, tu bosses et tu prends d'office ton dimanche ou d'office ton samedi après-midi Ouais, et ton dimanche. d'office. Je Ok. pense que ma copine m'a beaucoup aidé pour ça. Merci si tu me regardes. Ok. Mais non, mais c'est important de vraiment prendre du temps pour soi. Ouais, et de couper en fait la partie Ouais, c'est boulot ça. et la partie perso pour Voilà. justement pouvoir faire le vide et puis repartir de plus belle. Ouais, clairement. Au niveau des valeurs de tes valeurs d'entrepreneur ou les valeurs de ton business, comment est-ce que tu pourrais les définir? Ben moi, au sein des Idon, c'est donc le milieu des vies de maison. On a les clés des maisons dans les mains, etc. Donc pour moi, c'est la confiance avant tout. Genre, c'est un milieu de confiance. On est dans l'intimité des gens aussi parfois. Tout ce qui est photos de famille, objets personnels, etc. On met de côté, on nettoie les biens, on réaménage les personnes âgées dans des homes, etc. Donc on a vraiment ce truc on est très proche des gens. Mhm. Et du coup, moi, c'est vraiment la confiance avant tout. Et la personnalisation des services qu'on propose, c'est ce qui fait un peu le business aujourd'hui, quoi. C'est un service hyper complet, c'est transparent, tu vois. On sépare le rachat du service pour que le client voit à combien on rachète ce qu'il a chez lui. C'est souvent des objets personnels aussi. Et à combien en fait le service, le fait de venir et de vider, et de jeter. Ouais, Et donc parfois en fait il y a une balance c'est où ça. le client doit te payer ou tu dois payer au client Ouais, c'est quoi. ça. En En fait, il y a fonction. 3 options. C'est ou on paye pour vider, ou le client paye pour Ou vider, c'est break-even quoi. ou le rachat équivaut le service, quoi. Ok. Et ça, honnêtement, C'est cool ça. à Bruxelles, il y a Il n'y a pas ou il y a pas peu. énormément de sociétés qui le proposent comme ça. C'est souvent, voilà, là, je vous vide pour 1 000 euros. Mais Enfin, pourquoi ouais. voilà, c'est... Non mais pourquoi les gens savent pas quoi. C'est genre Ah il oui, y a le oui, c'est prix ça. et Voilà, c'est ça. Moi, je mets énormément l'accent sur le tri des déchets. On va à la décharge professionnelle. Oui, ça coûte cher, mais au moins, les déchets, ils sont revalorisés comme il faut. Je déclare aussi la main-d'œuvre sur les dossiers. Donc, oui, vous allez peut-être trouver moins cher ailleurs, mais vous ça savez sera propre. peut-être pas où vont aller vos déchets et vous savez peut-être pas si ça va bien se passer sur le dossier et s'ils vont nettoyer votre bien après, par exemple. Donc, parfois, c'est un service plus cher, mais c'est un service un peu mieux. Ou bien mieux, ouais. La Mm. composition fiscale aujourd'hui ou comptable, c'est une SRL, SRL, ouais. ok, que tu as créée en 2021 du coup. SRL en 2021, exactement. Sous TVA 21%. C'est parce que c'est un service, du coup, c'est TVA 21%. Service 21% et sur la vente, c'est pour ça aussi que je sépare le rachat de la vente. À l'époque, je voulais faire même 2 sociétés parce qu'en fait, c'est TVA à la marge, nous rachète des lots ou des pièces à autant et nous on est taxé sur la marge. Ouais. La marge, donc c'est 21% sur la marge. Donc on fait une moyenne avec mon comptable et puis en fin d'année, on fait qu'est-ce qui reste en stock et puis on voit quoi. Ouais, parce que tu as du stock en fait, j'avoue. J'ai un stock, je dois avoir un Ouais. inventaire, je dois savoir à combien Ouais. j'ai racheté telle pièce, à combien je la vends. Et c'est ça, c'est aussi un peu tout le challenge. C'est impossible de le faire dans une maison. Je vais Ouais. pas répertorier un livre ou quoi, c'est impossible. On fait des lots, on fait des petits paquets. Ouais. Et donc moi, je me vois plus comme revendeur de lots pour d'autres gens dans différents secteurs, quoi. Donc qu'est-ce que je fais avec tous les tissus? Ben, je les donne à Juliette Bonhomme, ma copine, qui elle upcycle tout ça et elle revend. On a fait une petite collaboration avec Pelmed aussi à un moment. On en parlait aussi avec le Labo River pour les appareils photo. Enfin voilà, on essaie vraiment de savoir quoi faire avec chaque truc qu'on récupère dans la maison. Et D'avoir un partenaire un peu pour chaque type de produit. ouais, c'est ça. C'est vraiment ça un peu le challenge. Et tout ce qu'on peut ne pas jeter nous coûte moins cher et permet d'être réutilisé
et d'avoir une nouvelle vie, quoi, tu vois. Ça, c'était un Donc, peu la règle des 3 R que tu m'avais déjà expliqué. c'est ça, ouais, les 3 R, récupérer, revaloriser, réutiliser. Ça, Ouais. c'est vraiment, j'ai appris ça chez Réseau Entreprendre. Bon, j'en avais déjà entendu parler, donc on a un peu Ok. approfondi avec eux. Mais du coup, ouais, ça, c'est vraiment très à l'air du temps et je pense que tout le monde a besoin de ça pour évoluer maintenant. Et il y À a fond. aussi un aspect aussi, hein, il y a un impact un peu, pas éducatif, mais quand on vide un bien, on explique aux gens comment on fait. Et donc, je pense qu'après qu'on ait vidé la maison, ils vont penser différemment sur comment ils vont gérer leur bien à eux, quoi, tu vois. Genre, s'ils disent qu'ils ont vidé la maison de leurs parents qui est décédé et qu'ils ont gardé autant et qu'en fait, c'était une galère pour tout évacuer par après. En fait, que tous les produits chimiques qu'ils ont gardés, ça coûte 1 200 € la tonne hors TVA, la décharge, tous les trucs comme ça. Eux vont peut-être changer leur manière de gérer leurs biens. Et je pense qu'on essaie aussi de conscientiser les gens sur comment gérer les déchets à la maison. Pourquoi acheter du Ikea neuf qui ne va pas tenir plus de 3 ans et qui va coûter tout aussi cher qu'un meuble vintage un peu sympa. Ok, il faut un petit peu chiner, il faut un petit peu se débrouiller. Mais c'est ça tout le challenge que nous, on essaye de mettre en place. Et enfin, là, j'essaye clairement de créer un espèce de marketplace physique, local, avec des livraisons locales. Justement, c'est ça. Et l'une des dernières questions, c'est quoi l'objectif pour tes business Ouais. à moyen terme? C'est quoi la next step? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, quoi? Ouais, ben du coup maintenant j'arrête de partir dans tous les sens, ça c'est la première chose. Je pense que là maintenant je reste vraiment focus sur ces 3 R, donc vider des maisons, récupérer des matières premières en tout genre, revaloriser, revendre, louer et aménager des espaces slash créer du mobilier, des scénographies durables. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est sur quoi je vais mettre l'accent maintenant. Et donc je pense que le milieu des villes-maisons on l'a compris. Ça se passe bien, on peut assumer un peu plus de dossiers maintenant, pourquoi pas avoir 2 équipes, pourquoi pas avoir un autre stock, pourquoi pas développer. Mais se concentrer vraiment sur ce core business-là, quoi. Ouais, c'est Tu as ça. trouvé ta niche, tu es devenu expert finalement dans ta niche, tu sais vraiment comment la rentabiliser Ouais, finalement au maximum et la développer de cette manière-là, quoi. ouais, c'est ça. Je voulais juste dire un truc. Donc la troisième partie du processus, on va dire, le fait d'aménager des espaces, etc. Ça, c'est un créneau que j'ai vraiment envie de prendre parce que le milieu de l'événementiel, la culture, etc. a besoin je pense, d'acteurs comme nous qui vont vraiment gérer toute une zone artiste durable, éco-responsable et rassembler aussi plein de services en un, quoi. Arrêter d'aller là-bas pour ça, là-bas pour ça, là-bas pour ça, mais essayer de venir vraiment personnaliser la demande et rassembler plein de choses chez nous. On peut faire un DJ boot durable, une scénographie durable, aménager des loges durables. On peut vraiment faire beaucoup de choses pour un festival ou même le cinéma, tu vois. Genre, on retrouve de Mhm. tout dans une maison, donc on pourrait meubler tout un espace. Enfin voilà, donc le challenge, ça va être vraiment de mettre l'accent sur l'e-shop, le catalogue, que ce soit mis à jour, que ce soit accessible et qu'on personnalise vraiment ça pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est pas compliqué d'utiliser, de réutiliser, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un site internet? Ouais, j'ai un site internet Ok, qui est en train d'être remis à jour. ok. À mon avis, quand vous verrez la vidéo, il Ça sera sera à fait. jour. Sur Euh, lequel, du coup, il y aura une explication des services en vie de maison, ouais, des services en aménagement d'espace, ouais. plus le shop avec toutes les pièces à jour. L'e-shop à L'e-shop. vendre, à louer. Donc, tu auras un prix à le vendre et à louer par objet. Donc il y a un prix à vendre et justement je suis un peu en train de voir comment on va faire pour si la personne veut juste le louer ou le vendre, peut-être avec, enfin en sélectionnant l'objet et en faisant une demande avec, enfin voilà, je sais pas Ah encore ouais, et bien. en envoyant la demande, tiens, Ouais, c'est j'ai ça. pris tel objet, je veux les louer pour Ouais, autant de temps, ouais, c'est ça. envoyez-moi un devis, quoi. Donc je veux acheter, je veux louer. Quand tu Ouais. loues, tu mets formulaire Tu et mets dans ton panier, oui, c'est ça. louer, et... Je suis en train un peu de voir comment faire, mais ce sera là. Donc ça c'est un peu l'objectif. Et sinon prendre un max de plaisir, ça c'est le plus important. À fond, à fond. Écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions. C'était top. On va Trop monter bien. tout ça. Pour clôturer, n'hésitez pas à aller voir le site parce qu'il est disponible maintenant. Comme je l'annonce maintenant, il n'aura plus trop le On choix. l'espère, on Et l'espère. moi, je reste évidemment client. Trop bien. Merci Ciao. Max. Salut.